vrai que vous êtes belle et rock'n'roll et vous allez nous faire passer cette envie parfois de nous gratter la tête quand on voit ce qui se passe à l'autre bout du monde. J'espère. Et on va vous allez nous montrer de belles choses, de belles photographies. Vous êtes allé en Marle, où une célèbre maison de couture a pris ses quartiers d'été. Donc, ces derniers mois, justement, à l'occasion de rencontres photographiques au cœur de la Camargue. Alors, effectivement, les rencontres, c'est Lucien Clergue qui les a créées, photographe spécialiste de la tauromachie, entre autres. Et là, aujourd'hui, vous avez la maison Dior Parfum qui est devenue mécène des archives photographiques de la Fondation Louma. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, cette fondation est très présente à Arles en parallèle des rencontres. Et Arles devient vraiment la ville artistique, parce que ce qui est incroyable en ce moment, vous avez une tour qui est en train de se construire de Franck Gehry et qui va pouvoir regrouper finalement la fondation Louma, voilà. Ouais. Et donc vous avez des expositions. Donc en ce moment, vous avez une exposition qui fait la part belle à Annie Leibovitz sur ses premières années. Et puis vous avez la maison de parfum qui a elle aussi décidé d'organiser une exposition qui retrace 50 ans de beauté avec les différents directeurs artistiques qui sont passés au sein de cette maison. Et donc on voit finalement l'évolution de la beauté de la femme et comment les directeurs artistiques arrivent finalement à développer et à montrer chacun ce qu'ils ont voulu montrer à travers des pinceaux. Et c'est quand même assez incroyable parce que ça devient vraiment de l'art. Ce sont souvent des photographies qui ont été faites pour les magazines. Et des magazines, c'est devenu vraiment des œuvres d'art. C'est ce que l'on peut voir comme de la calligraphie, comme des tatouages de Peter Phillips sur l'image. Je vous propose de regarder. C'est trop beau, regardez. La ville d'Arles, c'est la ville de la photographie. Il y a l'École nationale de la photo, les rencontres d'Arles qui existent depuis plus de 40 ans maintenant, qui ont été fondées par Lucien Clergue, et puis un acteur majeur, la Fondation Louma, qui a plusieurs activités, dont un programme spécifique sur les archives photographiques. Dans ce contexte, nous avons eu pour mécène les parfums Christian Dior, qui ont soutenu une très belle exposition sur les premières années du travail d'Annie Leibovitz. De 70 à 83, on voit vraiment le début de son rapport très brut avec ses amis, les différents artistes qu'elle côtoie dans une relation extrêmement vraie, sans artifice. Il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de mise en scène. Et puis on voit dans son écriture apparaître petit à petit la recherche d'images qui vont devenir iconiques. Parallèlement, nous avons le plaisir de pouvoir présenter le travail de 3 directeurs artistiques de la Maison Dior. L'exposition Art of Color se trouve dans une ancienne pièce du cloître Saint-Trophine et je crois que l'intérêt de l'exposition, c'est de montrer comment une grande maison a permis à ses directeurs artistiques de vraiment faire vivre une patte, un regard différent. On a la chance de pouvoir montrer un travail emblématique de Serge Lutens, qui est un film qu'il a présenté en 1976 à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, où on voit un travail sur des personnages qui nous transportent immédiatement. Ensuite viennent les années Tienne. On a reconstitué 2 séries qui présentent 2 exemples de son travail à foison. Et puis le grand directeur artistique actuel, Peter Phillips, avec un travail très précis sur le regard, sur un jeu sur le maquillage autour des yeux. Ce sont souvent des images qui ont été pensées pour les magazines, et on sait bien que la relation entre la photographie et la mode, c'est une photographie dite d'usage au départ. Mais bien sûr, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir lorsque la commande est sublimée. C'est-à-dire quand elle peut sortir de la page du magazine pour exister comme une œuvre à part entière.
Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est doux et ça fait du bien dans ce monde de brut. Alors, où et quand ? Alors, l'exposition est gratuite, c'est jusqu'au 24 septembre. Et donc, voilà, c'est en plein cœur d'Arles, dans cette ancienne salle du cloître. Ça mérite vraiment le coup d'œil. Merci beaucoup, Isabelle. Ça va bien ? Ça va. Oui, d'autant que vous venez avec une bonne nouvelle. Effectivement, quand on parle de l'actualité santé, c'est pas toujours le cas. On parle beaucoup d'études en ce moment qui paraissent, et notamment une qui, dans le domaine de la cardiologie, est plutôt une bonne nouvelle. On s'est rendu compte, d'après études, j'imagine, qu'effectivement, avec une certaine combinaison de médicaments, de traitements, on pouvait soigner et rassurer des millions et des millions de personnes. À travers le monde, effectivement. Et cette étude a été présentée la semaine dernière dans un grand congrès de cardiologie à Barcelone. Et c'est une étude qui s'est intéressée à des patients qui souffrent de ce qu'on appelle une coronaropathie. C'est quoi ? Ça veut dire que c'est la maladie cardiaque la plus répandue dans laquelle les artères, vous savez, vont devenir plus rigides. À l'intérieur, des dépôts de cholestérol et de graisse vont s'amasser, créer une circulation sanguine plus difficile, ce qui peut créer des douleurs dans la poitrine, ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Et puis quand ces dépôts deviennent des caillots et bloquent la circulation sanguine, cela peut conduire évidemment à la crise cardiaque ou infarctus du myocarde. Donc cette étude s'est intéressée à ces patients-là, notamment des patients qui avaient une crise cardiaque, qui avaient été soignés, qui étaient stabilisés par un traitement. Et cette étude s'est intéressée aussi à des patients qui souffrent de ce qu'on appelle l'artérite des membres inférieurs. C'est la même maladie des artères, sauf que ça se passe dans les jambes. Et donc c'est cette mauvaise circulation, ces caillots à l'intérieur des artères des jambes vont créer des difficultés à la marche, des douleurs, des boiteries, etc. Donc ce sont des maladies, si vous voulez, qui concernent à travers le monde des millions de patients, en France des centaines de milliers de patients. L'étude a été réalisée dans plusieurs pays, dont la France d'ailleurs, et elle a, vous l'avez dit, essayé de savoir s'il n'y avait pas un traitement plus efficace pour ces patients-là. Effectivement, donc si je vous en parle, c'est qu'effectivement, la réponse est positive, l'étude est positive, et c'est un cardiologue qui nous l'explique. Les 30 000 patients qui ont participé à cette étude étaient soit des patients qui avaient fait un accident cardiaque, par exemple un infarctus du myocarde, soit des patients qui avaient une maladie des artères des jambes. Et ces patients ont été suivis pendant 3 ans, avec 3 groupes tirés au sort. Le premier groupe a reçu le traitement habituel, de l'aspirine à faible dose. Ça fait 40 ans qu'on donne ce traitement-là parce que ça permet de fluidifier le sang et de diminuer le risque de formation de caillots à l'intérieur des artères du cœur. L'idée a été de prendre 2 autres groupes de patients. L'un allait recevoir un autre fluidifiant qu'on appelle un anticoagulant, qui agit de façon un peu plus puissante sur le cœur. Et le troisième groupe recevait à la fois de l'aspirine à petite dose et puis cet anticoagulant, le rivaroxaban, à petite dose également. Au bout de 3 ans, le résultat est tout à fait spectaculaire puisque dans le groupe qui a reçu à la fois l'aspirine et la petite dose d'anticoagulant, on a une diminution de presque un quart, 24% pour être précis, de risque de faire des récidives d'accidents cardiaque. Et on a aussi une amélioration de la survie de ces patients. Il y a 20% de morts en moins dans le groupe qui a reçu ce double traitement par rapport au groupe traditionnel avec simplement l'aspirine. Chez les patients qui ont maladie des artères des membres inférieurs, on a aussi une diminution du risque d'amputation. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire qu'il y a plus de risque de saignement chez les gens qui ont le double traitement par rapport à ceux qui ont uniquement l'aspirine. La nouvelle rassurante, c'est que les saignements les plus graves ne sont pas vraiment beaucoup augmentés. Malgré cette augmentation du risque, il y a plus de patients en vie chez les patients qui ont reçu ce double traitement. Et il va falloir essayer de trouver les groupes de patients qui tirent le plus grand bénéfice de ce nouveau traitement par rapport au traitement traditionnel. Donc c'est, pour nous cardiologues, une étude qui est vraiment extrêmement importante et qui est susceptible de changer le traitement que vont recevoir les patients. Et ça représente un tel espoir que l'on se demande, c'est pour quand en fait ? Alors comme toujours, quand il y a de nouvelles études positives sur des nouveaux traitements, il faut que les autorités de santé de tous les pays, y compris la France, se penchent sur l'étude, analysent le dossier et donnent leur avis. Donc il faut attendre encore un petit peu avant de voir un changement. Merci beaucoup, Brigitte Fanny. On va parler.
Voilà, et elle a fini par se garer. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Happy birthday, parce qu'effectivement, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire, un bel anniversaire d'une marque, d'un constructeur automobile japonais. Une marque que l'on connaît maintenant, mais dont on ignore en fait, j'allais dire, le passé souvent, nous, en Europe. Exactement, c'est une marque qui fête ses 100 ans, c'est Mitsubishi Motors. C'est une marque qui est peu connue en France, ou en tout cas pas très connue, ou connue pour essentiellement ses 4x4. Oui. Et les choses pourraient changer, car Nissan désormais possède 34% de la partie automobile. Et du coup, l'alliance Renault-Nissan, avec ses 34%, devient l'actionnaire majoritaire. Donc on peut très bien imaginer qu'on connaîtra mieux, ou en tout cas qu'il y aura d'autres modèles plus connus dans le futur. C'est une marque qui a été créée, on le disait, enfin la partie automobile a été créée il y a 100 ans, mais le groupe en lui-même est beaucoup plus ancien, comme vous allez le constater. Le logo de notre groupe, avec ce que l'on appelle les 3 diamants, vient du symbole de la maison de Yatoro Iwasaki, fondateur de notre groupe. Il fait désormais partie de la culture japonaise. Il a été adapté dans un style plus international et n'a pas changé depuis 1914. Le fondateur et sa famille, qui ont commencé par le transport maritime, se sont ensuite orientés vers l'industrie automobile, qui avait déjà bien commencé ailleurs dans le monde et particulièrement en Europe. Ils ont donc souhaité développer une activité automobile au moment de l'expansion industrielle du Japon. La première étape a été la fabrication d'autos pour d'autres constructeurs. Puis, nous avons commencé à construire nos propres véhicules. D'abord, plutôt à usage professionnel, puis ensuite, passer aux véhicules plus légers à destination du grand public. L'activité automobile a commencé en 1917 avec la fabrication de sa première voiture, le modèle A. Et celle-ci n'est pas la vraie voiture. C'est une réplique basée sur l'original qui est actuellement en Europe. La plupart des voitures de l'époque étaient très compactes. La Mitsubishi 500 était une voiture pour la classe moyenne. Nous avons été la première marque japonaise à développer un véhicule 4 roues motrices en 1936. Notre voiture la plus emblématique et qui a le plus compté dans l'histoire de notre marque est sans doute le Pajero et ses performances en rallye qui sont à l'origine de notre image de spécialiste du SUV. Nous avons été le premier constructeur japonais à développer un véhicule 100% électrique, il y a plus de 50 ans. Nous avons également développé la technologie hybride rechargeable associée aux 4 roues motrices. Malheureusement, nous ne représentons pas une grosse part de marché en France. Mais l'Europe est un marché très important pour nous. Dans certains pays, comme l'Angleterre, nos volumes de vente sont plus importants, surtout pour les SUV. Et c'est vrai, Anne-Christine, qu'on se souvient effectivement de leur 4x4 dans les grands rallyes, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un silence radio. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un engouement pour le 4x4 et puis beaucoup moins parce qu'en fait, ces véhicules consomment et polluent énormément. Donc, on s'est moins intéressé à ces 4x4. Il y avait aussi un malus écologique qui est très important sur les 4x4, d'où ce passage un petit peu, on va dire, à vide. C'est vrai qu'ils ont été très connus sur le Dakar. Ça, on s'en souvient. Ils ont eu 12 victoires entre 85 et 2007. Et puis, il y a eu aussi un championnat du monde des rallyes.
Tommy Mäkinen, qui roulait sur cette marque et qui a été champion du monde des rallyes. Alors, des voitures qui polluent, mais aussi des voitures électriques. J'étais surpris de savoir qu'ils s'étaient mis dans Ils ont fait aussi la ronde il y a Nièvre, 50 ans. Hein. Qui est une voiture. Alors, ils ont fait par le passé des voitures. Ils ont fait la Nièvre, si mes souvenirs sont bons, c'est 2007 ou quelque chose comme ça, qui a servi aussi de base pour la Peugeot Ion et la Citroën C0. Allez, ça n'a rien à voir, mais direction la Belgique, où on va retrouver notre correspondant là-bas, Valérie Lerouge. Pourquoi la Belgique? Bonjour Valérie, parce que il y a eu la rentrée des classes, hein, c'est traditionnellement le 1er septembre, je crois. Et puis, vous vous êtes aperçu qu'il y avait de drôles d'habitudes alimentaires pour les enfants, qui finalement, tous les midis, mangent des sandwichs, alors avec la bénédiction des parents et même des autorités, si j'ai bien compris. Et oui, j'ai fait la rentrée des classes et je me suis aperçu que tous les enfants ici avaient ça, la boîte à tartines. Ils en ont même plusieurs. Alors, elle peut avoir une forme de Lego comme ça, elle peut être bicolore comme celle-ci, avec la Reine des Neiges ou Mickey, mais c'est une véritable institution. C'est donc une boîte dans laquelle les parents placent la tartine, c'est-à-dire le sandwich maison qu'ils préparent le midi pour le déjeuner. Vous savez qu'en France, hormis pour la promenade scolaire de fin d'année ou s'il y a des restrictions alimentaires très importantes pour l'enfant, eh bien, il n'y a pas le droit d'amener son pique-nique à l'école, notamment pour des raisons d'hygiène. Ici, non seulement c'est autorisé, mais c'est carrément la norme. Plus d'un enfant sur deux vient tous les midis avec sa boîte et se contente, diront certains, d'un petit sandwich. Je vois déjà des parents s'offusquer au nom de la diététique et de la bonne bouffe. C'est comme ça, on appelle ça une différence culturelle. Reportage avec Sylvain Winans et Pierre Alterman. Des rires et beaucoup d'excitation à moins d'une heure de la rentrée des classes de Lilou et Elia. Mais pour leur maman, ça signifie surtout reprise de l'atelier tartine, comme chaque matin. Là, c'est tartine au jambon pour ce midi. Et je vais rajouter un petit morceau de tome de montagne qui est là, dont je vais couper les croûtes. Et alors, elles ont systématiquement une portion de produits laitiers en dessert. Ou de temps en temps, quand c'est fait, je mets une petite mignonnette de chocolat. Il y a pourtant bien une cantine dans l'école des filles, avec un plat chaud systématique. Mais comme beaucoup de parents, Delphine a opté pour le pique-nique. C'est le choix qu'on a fait pour l'année. D'une part, c'est les filles qui ont choisi, parce que le repas chaud, elles n'aiment pas, elles n'ont pas envie. Mais aussi, on a un meilleur contrôle sur ce qu'elles consomment. Une petite corvée de 15 minutes chaque matin, qui nécessite un peu d'organisation. Et voilà, j'ai été une bonne mère pour aujourd'hui. Et d'équipement. S'il y a la boîte à tomates, on peut en mettre une au milieu et les autres sur le côté. S'il y a la boîte à bananes, et s'il y a un trou pour faire ressortir, pour qu'elle respire. Une seconde, je range mes boîtes à tartines. Des boîtes qui s'ajoutent aux nouveaux livres et classeurs le jour de la rentrée. Mais tout est question d'organisation. Midi 40, c'est l'heure du déjeuner, du dîner en belge. Tous les enfants se rendent dans le même réfectoire, mais la pièce est divisée en deux. Ici, nous avons les repas tartines. Donc les enfants qui amènent leur tartine ou leur sandwich de la maison. Ça représente grosso modo 50% de nos élèves qui prennent les repas tartines sur le temps de midi. Et dans l'autre partie du réfectoire, c'est ce que nous appelons le repas chaud, à savoir donc les enfants dont les parents ont choisi de les inscrire pour un repas complet, potage, repas chaud et dessert. Côté repas chaud aujourd'hui, c'est soupe en entrée, macaroni jambon fromage et nectarine. C'est très bon. Parfois on a des choux de Bruxelles et j'aime pas. Et parfois on a des hamburgers et j'aime bien. Côté tartine, à chacun son menu et c'est bien ce qui leur plaît. Je préfère manger ce que j'ai envie et tout. On peut choisir ce qu'on veut, alors qu'en plus je peux pas manger de porc. Si seulement 20% des maternelles sont au régime tartine, la tendance s'inverse en grandissant. Ils sont 80% à opter pour le casse-croûte à la fin du primaire. Et Valérie, le choix du sandwich, est-ce que c'est pas aussi un choix financier pour les parents ?
Non, parce que le repas à la cantine coûte 3 € en moyenne. On s'aperçoit qu'il y a autant d'enfants de familles modestes que riches dans le camp pique-nique. La vraie raison, en fait, elle est culturelle. C'est-à-dire qu'en Belgique, traditionnellement, on ne prend qu'un seul repas complet et chaud par jour. C'est soit le midi, soit le soir, mais pas les deux parce qu'on trouve ça trop lourd, trop calorique. Ça prend trop de temps aussi sûrement. Alors vous pouvez être sûr que les enfants qu'on a vu manger le repas chaud le midi, eh bien le soir, ils sont à la tartine, justement. Merci beaucoup pour les infos, belle découverte. Et puis merci aussi pour la vue sur Bruxelles, c'est toujours sympa. Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Allez-vous bien dans ce monde un peu fou? Oui, et moi j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous Ri Chun-he? Non, mais je vois à peu près où elle peut travailler. Moi non plus, on n'a pas été présenté, mais Le Monde semble la connaître. Le journal nous explique que c'est la présentatrice star de la télé nord-coréenne, qu'elle est officiellement à la retraite et qu'on ne la ressort de la naphtaline que pour les grosses et grandes occasions. Et dimanche dernier, on l'a vu à la télé de la Kim Connection pour annoncer que le 6e essai nucléaire était un succès parfait. Fin de citation. Vous avez tout ça sur 2 pages dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Cette question, c'est peu ou prou celle que se posent tous les cadors de notre belle planète. Alors vous lirez dans Le Monde les déclarations des uns et des autres, déclarations à l'aune desquelles se mesure la profondeur de l'impasse diplomatique dans laquelle il se trouve. C'est profondément déstabilisant, dit le secrétaire général de l'ONU. Oui, et après ? Il faut réagir rapidement, dit Emmanuel Macron. Oui, mais comment ? Il ne faut pas céder aux émotions, dit Vladimir Poutine. Oui, mais encore. Ils ne comprennent qu'une seule chose, ces Nord-Coréens, dit Donald Trump. Oui, mais ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, la sortie de l'impasse, si elle existe, se trouve sans doute du côté de la Chine, dont Le Monde, dans son édito, n'hésite pas à rappeler qu'elle se comporte avec complaisance, voire complicité, vis-à-vis de Kim Jong-un, qui a dû faire latin première langue quand il faisait ses études en Suisse, et retenir la fameuse formule des Romains. Vous savez, si vis pacem, parabellum, si tu veux la paix prépare la guerre. Alors regardez l'infographie, non, on ne l'aura peut-être pas, mais vous la verrez dans Le Monde. Il y a une infographie, on voit très bien, en bleu, les tirs de missiles, ils n'ont cessé d'augmenter, et en rouge, les tests du nucléaire, ils n'ont cessé eux aussi d'augmenter. On voit que dans un cas comme dans l'autre, ça s'intensifie. Alors la Chine, il en est pas mal question dans les journaux ce matin, notamment Le Figaro, c'est à la une, et en page intérieure. Elle absorbe normalement 90% des exportations nord-coréennes, lirez-vous dans Le Figaro, mais en acceptant d'appliquer les sanctions économiques contre la Corée du Nord, elle pénalise ses propres citoyens, à commencer par ceux de la région frontalière. Il faut lire ce reportage signé Cyril Pluyette à Unchun, à la frontière sino-coréenne. Le principal marché de fruits de mer de la ville ressemble à un centre commercial fantôme, écrit-il. Les allées sont désertes, les magasins au sol jonchés d'emballages semblent avoir été abandonnés précipitamment. Des affiches allouées ont été scotchées sur les vitrines. Il y a encore quelques semaines, l'endroit grouillait pourtant de vie, peut-on lire dans Le Figaro. Alors évidemment, le dossier coréen qui fait la une de CNews matin, dont on parle pas mal dans Libération aussi, page 6-7, inspire pas mal d'éditorialistes ce matin qui souvent traitent le sujet sous l'angle de l'affrontement entre 2 hommes. Trump et Kim. La diplomatie est affaire de rapport de force. Le dictateur est caricatural, provocateur, mais peut-être pas aussi fou qu'il en a l'air, écrit Benoît Gaudibert dans l'Est républicain. Pas si fou et même très malin pour Frédéric Vézard, qui, dans Le Parisien, rappelle que c'est un tyran qui connaît l'histoire. Il sait que les grandes dictatures communistes, l'Union soviétique de Staline, la Chine de Mao, n'ont jamais été aussi fortes que lors des périodes de tension maximale avec l'Occident. En fait, Kim ne serait possible que parce que Trump existe. Cette crise est d'autant plus grave que Kim fait face à Trump, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace, alors que Pascal Boniface, dans l'interview qu'il accorde aux Parisiens, c'est page 3, eh bien, se veut plutôt rassurante. En tout cas, il tente de nous rassurer. Alors, je lis, Kim Jong-un fonde toute sa stratégie, écrit-il, sur la dissuasion. Ce qu'il veut, c'est conserver le pouvoir. Il est conscient que si la Corée du Nord attaquait, elle serait rayée de la carte par les États-Unis. Le petit problème, c'est que c'est Trump, en ce moment, qui menace d'attaquer.
Souhaitons qu'il n'y ait pas de soucis et de bras de fer entre deux égaux non plus surdimensionnés. Merci beaucoup, Patrice. On va s'intéresser à tout à fait autre chose maintenant. Si vous souhaitez vendre, acheter, louer un bien immobilier, eh bien Laura Tenoudji vous a déniché un réseau social entièrement dédié à cela et qui ne vous propose que des biens correspondant à ce que vous recherchez, mais aussi avec une approche totalement inédite des visites. Regardez. C'est un réseau social immobilier qui comporte 4 services en un. Nous avons développé un algorithme qui permet de faire un rapprochement entre les offres et les demandes, entre les particuliers et les professionnels. Très simplement, vous êtes un particulier, vous avez un appartement à vendre. L'algorithme va trouver automatiquement le meilleur professionnel de l'immobilier qui peut avoir un acheteur pour vous. Inversement, vous êtes acheteur, on peut vous trouver de la même façon. Un algorithme va vous permettre de trouver le meilleur professionnel qui va avoir une réponse à vous donner. Nous avons développé un moteur de recherche assez innovant. On peut mettre une phrase, c'est-à-dire je recherche une maison contemporaine vue Tour Eiffel et je vais trouver le produit s'il existe dans la base de données Alvin. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus ludique et c'est beaucoup plus précis. On a également la possibilité de présenter son bien de façon beaucoup plus sympathique, beaucoup plus immersive. Parce qu'aujourd'hui, on fait du 360 degrés. Donc on permet aux professionnels de l'immobilier soit de prendre des photos 360 par 360, soit de filmer en 360 par 240. Ce qui permet en fait à l'acheteur potentiel de s'immerger à distance et de faire une présélection, une prévisite du bien qu'il veut visiter ou acquérir. Et pour avoir, je dirais, derrière une visite totalement productive pour l'agent immobilier. Parce qu'en 360 par 360, on ne peut rien masquer. Ce qu'on peut faire avec un appareil photo quand on prend un angle et qu'on filme ou qu'on photographie qu'une partie de la pièce. En tant que particulier comme en tant que professionnel, vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement. Vous mettez votre profil, vous mettez votre bien à la vente, vos photos, votre descriptif. La différence avec un portail d'annonce, c'est qu'on ne va pas vous proposer 150 biens qui ne correspondent à rien. On va vous proposer la réponse à votre requête, et pas plus. Et pour un professionnel, de la même façon, on peut mettre un certain nombre de produits à la vente, un certain nombre d'acheteurs, de profils d'acheteurs, et c'est totalement gratuit jusqu'à une certaine limite pour le professionnel. Alors pour les particuliers, quand on met une annonce d'un produit à la vente ou d'un profil acheteur, c'est totalement gratuit, totalement illimité. On peut avoir plusieurs produits à vendre, on peut avoir plusieurs profils, ça ne coûtera jamais rien. Et aujourd'hui, on comptabilise environ 25 000 transactions, donc 25 000 compromis de vente qui ont été réalisés sur 2 ans, ce qui est assez phénoménal pour un site aujourd'hui qui a une couverture principalement nationale et qui continue à se développer. Voilà, c'est joli, c'est moderne, mais attention à l'image déformée, ça peut tromper. On retrouve pour les cas de vérité Caroline Roux. Bonjour Caroline. Vous recevez aujourd'hui Maël de Calan ? Alors Maël de Calan, il est conseiller départemental du Finistère, il a 36 ans, il est jupéiste, il compte bien peser dans la bataille pour la présidence des Républicains. Vous le savez, ils sont déjà 5 en lice, avec un super favori qui ne fait pas du tout l'unanimité, un certain Laurent Wauquiez. Bonjour Maël de Calan. Bonjour. Alors vous incarnez une nouvelle génération chez les Républicains. Vous avez déclaré récemment « Je n'ai pas envie que les Républicains finissent dans une cabine téléphonique avec 4 personnes ». Vous comptez vous y prendre comment ? En me présentant à la présidence des Républicains avec un collectif de nouveaux visages, d'élus qui ont fait des choix différents à la primaire, qui incarnent toutes les sensibilités du parti, mais qui se réunissent sur 2 messages essentiels. D'abord, la volonté de faire de la politique très différemment, de manière plus fraîche, en se débarrassant du cynisme, du sectarisme, de la mauvaise foi, et ensuite en portant sur le fond les couleurs d'une droite ouverte et d'une droite équilibrée. Donc en fait, votre démarche, c'est on est jeune, on fait de la politique autrement, pardon, c'est un peu déjà vu. Sur le fond, qu'est-ce qu'il y a de singulier ? Parce que la question que se posent sans doute les gens qui vous regardent ce matin, c'est quand on a Édouard Philippe à Matignon, quand on a Bruno Le Maire à Bercy, qu'est-ce que la droite a encore à dire ? La droite, elle peut intéresser les Français si elle est utile et si, plutôt que de s'opposer avec mauvaise foi à ce que fait le gouvernement, elle cherche à dire simplement ce qu'elle pense et ce qu'elle ferait différemment si elle était au pouvoir. Il y a bientôt des réformes majeures qui arrivent en matière de formation professionnelle, un enjeu essentiel face à la numérisation de l'économie. Vous savez que dans les 15 ans qui viennent, il y a 10% des emplois qui vont être détruits. Qu'est-ce que la droite a à dire sur ces sujets et qu'est-ce qu'elle ferait différemment ? Et donc la manière dont c'est la réponse qui est un problème.
C'est qu'aujourd'hui, il y a objectivement assez peu de réponses et c'est la manière dont les nouveaux visages des Républicains, ce qu'on incarne dans notre collectif, peut porter. Nous, notre conviction, c'est quand on parle de faire de la politique différemment, bien sûr, tout le monde a dit ça. Maintenant, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'en ai marre de voir des responsables politiques qui vont à la télé pour parler avec mauvaise foi, répéter des éléments de langage appris par cœur et dont on sait à l'avance, avant même qu'ils aient commencé à parler, ce qu'ils vont dire. Nous, on veut faire ça, encore une fois, très différemment. Et sur le fond, il y a par ailleurs différentes lignes qui vont s'affronter dans le Congrès. Celle d'une droite très clivante et très intransigeante, et celle d'une droite qu'on veut porter, plus ouverte et plus équilibrée. Et on va y venir sur les questions de ligne, en particulier, puisque vous pensez à lui, à la question de Laurent Wauquiez. Ça veut dire que vous pensez que l'expérience, ça compte plus ? L'expérience, évidemment, ça a de la valeur en politique. On ne peut pas découvrir comme ça des sujets qui sont d'une grande complexité. En revanche, l'expérience, ça ne peut pas être en permanence le retour de la vieille garde. On peut avoir de l'expérience, comme c'est notre cas, en ayant 35 ou 37 ans. Dans notre équipe, il y a Arnaud Robinet, qui est le maire de Reims, Othmane Nasrou, qui est président du groupe Les Républicains au Conseil régional Île-de-France. Voilà des nouveaux visages qui ne sont peut-être pas encore très connus du grand public, mais qui ont déjà beaucoup d'expérience. Ce qu'ils peuvent apporter, c'est deux choses qui manquent cruellement au débat politique. C'est d'abord un peu de fraîcheur et beaucoup de sincérité. Qu'est-ce que c'est la fraîcheur en politique ? La fraîcheur, c'est quand on pose une question, d'y répondre sincèrement. La fraîcheur, c'est d'avoir un regard nouveau sur des débats auxquels les Républicains se sont peut-être trop peu intéressés par le passé. Je pense aux questions d'écologie, aux questions de révolution numérique. Donc voilà, la fraîcheur, c'est d'offrir des nouveaux visages et de donner un peu envie aux électeurs de voter pour nous. Alors on va faire un exercice fraîcheur. La loi travail, au fond, il faudrait la voter ? Il faut évidemment la voter. On peut toujours dire qu'elle ne va pas assez loin, mais c'est une réforme qui va dans le bon sens et qui va créer des emplois. La fin des emplois aidés ? La fin des emplois aidés, la droite l'a réclamée pendant des années d'opposition. Alors on peut critiquer le timing et les modalités. C'est d'ailleurs pas la fin des emplois aidés, c'est une réduction du nombre des emplois aidés. À terme, c'est l'idée. Évidemment, ça coûte très cher et ça marche pas. La suppression du RSI ? La suppression du RSI, ça fait partie des mesures qui sont entourées d'un grand flou. C'est-à-dire que supprimer le RSI qui dysfonctionne, oui, mais pour le remplacer par quoi ? Si c'est un simple adossement au régime général, les indépendants verraient leur cotisation d'assurance de sécurité sociale augmenter très significativement, de près d'un tiers, et ça n'est pas possible. Donc oui à la suppression du RSI pour en supprimer les dysfonctionnements, non à l'augmentation de leur cotisation. Si en fait vous faites de la politique, comme vous le dites, avec cette touche de fraîcheur, ça va vous conduire à souvent soutenir les positions d'Emmanuel Macron. Vous savez, la droite, elle ne doit pas se positionner en permanence par rapport à Emmanuel Macron. La plupart des adhérents de notre parti, ils veulent juste rester ce qu'ils sont. Ils ont des idées. On a un projet qui a une force et une cohérence. Macron fait des choses bien, mais il n'applique pas notre projet dans toute sa force et dans toute sa cohérence. Et ça doit nous conduire très simplement et très calmement à dire ce qui nous va, à dire ce qui ne nous va pas, et à dire surtout ce qui manque dans ce projet. Il y a des choses qui manquent en matière, par exemple, de réforme des retraites ou de baisse de la dépense publique. Vous êtes candidat contre Laurent Wauquiez, en réalité ? Non, on est contre cette ligne qu'il défend. On est candidat contre personne. En revanche, il y a clairement deux lignes différentes qui seront incarnées dans ce congrès. Une ligne très clivante sur la forme et très dure sur le fond qui est portée par Laurent, et une ligne qui est plus crédible sur la forme et plus ouverte sur le fond, qui est la ligne d'ailleurs historique de la droite française, qui à mon sens est majoritaire dans notre électorat et qui est la seule à pouvoir nous faire gagner les futures échéances électorales. Quand vous dites ligne très clivante sur le fond, vous pensez à quoi ? C'est par exemple lorsque Laurent Wauquiez dit, je le dis clairement, il y a un problème avec l'islam radical. C'est ça que vous appelez ligne clivante ? Non, c'est parce que moi je pense aussi qu'il y a un problème avec l'islam radical. C'est une ligne qui consiste à opposer très facilement les uns aux autres, le peuple aux élites, la ville à la campagne, ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien. Et c'est une ligne qui, à coup de slogans un peu faciles, est toujours dans la transgression. Moi, je rêve d'une droite qui en dise un peu moins, qui fasse un peu moins de blagues et de slogans faciles, et qui en revanche travaille d'arrache-pied dans l'opposition pour donner envie aux Français. Ma conviction, c'est que le jour où il y aura une alternance, les Français donneront les clés du camion, non pas à ceux qui auront été les plus vindicatifs, mais à ceux qui seront les plus crédibles. Vous êtes proche d'Alain Juppé, est-ce que vous lui avez demandé son avis avant de vous lancer dans cette bataille ? Alain Juppé, c'est un homme d'État, il en a marre qu'on le fasse parler et qu'on l'instrumentalise. Il a dit d'ailleurs hier dans un tweet qu'il ne pardonnerait personne. Il dira ce qu'il voudra, quand il le voudra. Moi, évidemment, j'ai une filiation juppéiste très prononcée. J'aspire à être peut-être l'un de ses héritiers, enfin j'en serais en tout cas très fier. Mais il y a dans ce collectif des gens qui ont soutenu Sarkozy, Jean-Baptiste de Froment, Élise Vouvet, d'autres qui ont soutenu François Fillon, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse. Et notre collectif, il incarne justement cette diversité de la droite qui est capable de dépasser les clivage des primaires. On a l'impression qu'on se dispute beaucoup l'héritage d'Alain Juppé. Virginie Calmels, proche également d'Alain Juppé, se retrouve aux côtés de Laurent Wauquiez. On ne s'y retrouve plus avec les juppéistes. Oui, moi j'aime beaucoup Virginie, on se parle, mais on a une différence de fond.
Moi, je considère qu'il n'y aura pas de rassemblement de la droite possible si, au préalable, on n'a pas exposé très clairement dans le Congrès des Républicains ce qui nous rassemble, mais aussi ce qui nous sépare. Le rassemblement, ce ne sera pas faire sa place à chacun dans l'organigramme. Le rassemblement, c'est de trouver une ligne politique dans laquelle toutes les sensibilités de la droite peuvent se reconnaître. Comment vous pouvez parler de rassemblement quand on apprend que Valérie Pécresse dit « si c'est Laurent Wauquiez, je quitte le parti ». Il est clair que s'il y a une ligne politique qui devait l'emporter sur toutes les autres, l'union de la droite ne serait plus possible. Il y a toujours eu différentes traditions à droite. Une droite clivante et intransigeante que porte Wauquiez, et une droite plus ouverte qu'on va porter dans ce congrès. Et la ligne politique qui doit en résulter, c'est une ligne dans laquelle tout le monde puisse se reconnaître. Vous avez déjà vos parrainages, il faut 2500 adhérents, 15 parlementaires. On a déjà 15 parlementaires qui se sont engagés à nous parrainer, et on se met aujourd'hui à la recherche des 2500 parrainages d'adhérents pour que cette ligne ouverte, crédible, fraîche, puisse être représentée au Congrès des Républicains en décembre. Vous n'avez quand même pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez demandé l'avis à Alain Juppé avant de vous lancer ? Je lui en ai parlé, mais encore une fois, je ne le ferai pas parler à Alain Juppé. Il dira ce qu'il voudra quand il le voudra. Ça vous aiderait quand même qu'il s'affiche à vos côtés ? Ça me ferait plaisir, mais c'est... Ça vous aiderait dans cette bataille ou pas du tout ? C'est lui qui le décidera. Et encore une fois, si vous voulez, on se présente sous nos propres couleurs avec une démarche générationnelle. Et bon, Alain Juppé a toujours dit qu'il voulait encourager la nouvelle génération à prendre des responsabilités. Mais laissez-le dire ce qu'il veut. Il est bien assez grand pour le faire. Et de la fraîcheur en politique. Merci beaucoup, Maëlle de Calan. C'est à vous, Laurent. Les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. Non, c'est pas bien ça. Arnaud de la... Simone. Simone peut-être, bien raison. Voilà. Passe à ton voisin, passe à ton Damien, j'étais en train de dire. Oui. Pour passer à la lecture, justement, avec 3 ouvrages sélectionnés par un des libraires de club. Du club, absolument. Cette semaine, c'est Olivier Lostis, qui est libraire à Chartres, dans le département de l'Eure-et-Loire. Vous savez, mon état d'esprit ce matin, Laurent, franchement, oui, j'aimerais bien savoir. Je vais vous le dire. Oui. Je suis un petit peu triste. Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Parce que je les ai lus, parce que c'est fini, parce que j'aurais plus le plaisir de les découvrir tellement. Non mais je vous assure que c'est ça. Vous avez de la chance, vous êtes tout neuf, vous allez les découvrir. Quel bonheur cette sélection. Non mais je vous assure que c'est vrai. Quand vous avez adoré un bouquin, vous vous dites ça y est, c'est fini. J'aurais plus le plaisir de le découvrir. 3 romans. On n'a pas envie de le finir. D'ailleurs, j'ai terminé le 3e cette nuit. On prenait à l'envers, comme le Coran par exemple. Je vais essayer. 3 romans. Vraiment absolument formidable d'auteurs français, c'est le hasard, puisque vous savez que le but de cette chronique, nous demandons aux libraires leur coup de cœur du moment, 3 bouquins français. Vous allez avoir une espèce de saga extraordinaire sur une famille de harkis d'Algérie. Vous allez avoir à droite un funambule sur le sable, un bouquin merveilleux d'une poésie. Oh mais c'est extraordinaire. Ouais. J'ai voyagé, j'ai été ému, j'ai beaucoup ri. Et on va commencer par un bouquin un peu pince sans rire, un peu grinçant, un peu cynique, même complètement cynique. Ça s'appelle 3 jours chez ma tante, à ne pas confondre avec 3 jours chez ma mère. C'était un autre livre d'un autre jours auteur. Avec toi. Non plus, voilà. Exactement, du français. Yves Ravet, édition de minuit. Voici ce que vous en dit. Voici ce que vous en dit Olivier. Là aussi, c'est absolument formidable. Regardez. Le narrateur de ce livre vient de passer 20 ans en Afrique où il a trompé dans des affaires probablement très illégales. Un jour, il reçoit une lettre du notaire de sa tante Vicky, dont il est le seul et unique héritier, indiquant une modification du testament. Il comprend que ça sent le roussi et qu'il risque de passer à côté du magot. Le besoin d'argent qu'il a le pousse à essayer d'extorquer à sa tante la somme la plus importante possible. Va-t-il obtenir ce qu'il voulait ou pas? Parce que cette vieille dame, finalement, est soit très sénile, soit très roublarde. Jusqu'à la dernière ligne du livre, on ne le saura pas, mais la mécanique qui nous y mène est inexorable et d'une précision absolument redoutable. Ce roman est caustique, pince sans rire et diaboliquement bien construit. Mon deuxième coup de cœur, un roman drôle et émouvant, Un funambule sur le sable de Gilles Marchand aux éditions des Forges de Vulcain. L'histoire commence à la naissance d'un jeune garçon qui a un handicap, il a un violon dans la tête. Très vite, il va être surnommé Stradi, pour Stradivarius, bien entendu. Ce violon a une vie autonome, c'est-à-dire que Stradi ne le contrôle pas. Et le violon, généralement, exprime les émotions que Stradi, souvent, voudrait cacher. Un jour, sa vie bascule. Stradi rencontre une jeune fille, Lélie, dont il tombe fou amoureux.
Sa future belle famille ne le voit pas de cet œil-là, parce qu'elle va considérer que c'est un fou ou c'est un handicapé, en tout cas quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour leur fille. Alors bien sûr, la trame de ce livre peut paraître extrêmement classique, c'est une histoire d'amour comme il y en a des milliers, mais ça n'est pas ça qui en fait tout le sel. Tout le sel, c'est l'originalité, c'est l'humour, c'est le côté très baroque, très à côté, très imaginatif qui tient à la fois de Raymond Queneau, de Boris Vian, ou par exemple on peut acheter un demi-chien. Alors la partie avant du chien, parce que comme ça, le chien il est moins encombrant et puis surtout il est très propre. C'est l'univers dans lequel Gilles Marchand nous embarque qui est tout à fait fascinant, amusant, drôle, tendre. Enfin, il y a énormément de positif dans ce livre. Il est assez magique, il a un côté un peu féerique. Et pour terminer, une formidable saga familiale, L'Art de perdre, d'Alice Zeniter, aux éditions Flammarion. Naïma est une jeune femme d'environ 25 ans qui travaille dans une galerie d'art. Son patron va lui demander de préparer l'exposition d'un grand plasticien d'origine kabyle. Simplement, cette exposition devra porter sur les dessins de jeunesse de ce plasticien. Il faudra donc que Naïma aille en Kabylie les chercher. Et là, c'est toute l'histoire familiale qui va débarquer dans sa vie, puisque le grand-père de Naïma, Ali, il est harki en 62, il va être chassé d'Algérie et perdre tous ses biens. C'était une famille riche, il va se retrouver en France, dépossédé de tout, sans statut social, et ne pas du tout réussir à s'intégrer, bien sûr. Le fils aîné d'Ali, le père donc de Naïma, lui va être un modèle d'intégration absolue, à tel point qu'il va refuser toute référence aux origines paternelles. Naïma, elle, va tenter de recoudre toute cette histoire. C'est un livre qui raconte ça avec énormément d'humour, beaucoup de tendresse, et c'est un sujet très difficile. Pourtant, les harkis, dont on ne parle jamais, c'est un drame muet. Le réussir de cette façon-là est assez exceptionnel. C'est mon grand coup de cœur de cette rentrée. Coup de cœur, Damien. Le Marchand, je suis sûr, non? Le mien? Ouais. Alors celui d'Olivier, c'est le Zénithère qui est formidable. Mais moi, je vais me mouiller, je vais vous dire le Funambule sur le sable. Ah ouais, c'est du Boris Vian en plus souriant, moins triste. Le style Boris Vian, c'est absolument formidable, le Funambule sur le sable. Vous nous en direz des nouvelles. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mails. Vous communiquez vos par rapport au livre qu'on vous conseille. Ouais. Merci Damien. On s'offre maintenant une petite balade outre-Atlantique, direction San Francisco, c'est carrément de l'autre côté même, pour aller à la rencontre d'un robot miniature qui va débarquer en France dans quelques jours. Alors bien sûr, Claude Bulin-Juteau, notre correspondant aux États-Unis, s'est intéressé à la petite chose. Les robots sont partout et on s'est progressivement habitué à leur présence. Mais un nouveau venu fait beaucoup parler de lui. Cosmo, un petit robot doté d'une intelligence artificielle. Son papa, c'est Hans Stapiner, fondateur d'une start-up à San Francisco. Cosmo est un petit robot que nous avons lancé aux États-Unis en octobre dernier. Et même si c'est un robot, les gens le considèrent comme un animal de compagnie. Mais il a été conçu en tant que robot, comme ceux qu'on voit dans les films. Il est en effet facile de lui reconnaître des liens de parenté avec des petits robots de films célèbres. Mais si ses homologues au cinéma sont des personnages de fiction, Cosmo, lui, a des talents d'interaction avec les humains qui sont bien réels. La grosse différence entre Cosmo et les autres robots, c'est sa personnalité et son caractère qui sont vraiment à la base du concept. Le robot est conçu pour former une connexion émotionnelle avec les humains, et ça n'a jamais été fait. Cosmo est capable de reconnaître les visages et une fois la personne identifiée, il peut établir un contact visuel et même se rappeler de son nom. Plus de 1,6 million de codes ont été entrés dans son programme pour lui donner vie et beaucoup d'informations passent par sa caméra, une des 300 pièces dont il est composé. Il y a une caméra dans le robot qui fait beaucoup de calculs à la seconde pour voir s'il y a des personnes dans la pièce. Combien? Ont-elles déjà été identifiées? Ont-elles joué avec Cosmo? Ont-elles gagné ou perdu? Est-ce que Cosmo a été content ou pas de les voir la dernière fois, etc. Donc le robot analyse toutes ces données pour se créer une véritable personnalité. Et tel un père qui joue avec son fils, Hans conçoit sans arrêt de nouveaux jeux et de nouvelles situations, histoire de rajouter encore plus de réalisme à sa création. Car arriver à simuler un être vivant est une gageure à tous les niveaux. Cosmo ne peut être un personnage crédible que s'il comprend ce qui se passe autour de lui. S'il ne sait pas que vous êtes assis en face de lui, il ne peut pas interagir avec vous. Ou s'il se tourne et regarde ailleurs et ne se rappelle plus où vous êtes assis, il ne peut pas se retourner et vous regarder. C'est le genre de comportement auquel les gens s'attendent chez une personne ou un animal. D'où une équipe qui travaille sans arrêt à perfectionner ce robot, à San Francisco, mais aussi en Chine et en Europe,
et qui comprend des programmateurs, des techniciens, des ingénieurs du son, des designers, etc. Un projet en pleine expansion. Cosmo n'en est qu'à son commencement. Et on peut imaginer qu'il n'est que le premier élément de tout un écosystème de petits robots à venir. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est au tout début. Et si le hardware est fin prêt, du côté du software, on n'a fait qu'égratigner la surface. Déjà, des universitaires écrivent des programmes de recherche qui utilisent tout le potentiel de Cosmo. Bref, ce qui n'était au départ qu'un jouet sophistiqué est en train de devenir un phénomène qui met l'intelligence artificielle au service de l'utilisateur grâce à un outil qui a sa personnalité. Non, je dis plus rien. Alors, débrouillez-vous. Ouais. Alors, Maison et Objets revient. C'est le week-end prochain, c'est ça, non? Ça commence vendredi. Vendredi, là, oui, c'est ça. Ouais. Et c'est dans la région parisienne, forcément. C'est Paris Maison et Villepinte, Objets, c'est non? l'un des plus grands salons de décoration, de design au monde. Ça fait partie quand même des salons où les étrangers si vous nous viennent en parlez, et passent. c'est que c'est une première mondiale. Effectivement. Non, mais alors, ça a lieu 2 fois par an. Et en septembre, ils nomment les créateurs de l'année. Alors là, il y en a un. Il y en a un, et le créateur de l'année s'appelle Tristan Auer. Tristan Auer, il est décorateur, mais plus que ça. Il est décorateur dans le style des arts décoratifs. Exactement, des arts décoratifs à la française, avec une histoire. C'est-à-dire qu'un lieu qu'il transforme, il y a toujours de l'artisanat d'art, il y a toujours du mobilier qu'il a dessiné, il y a aussi des choses qu'il a pu chiner, il y a des œuvres d'art. Vraiment, vous voyez cet esprit... tout ensemble. Voilà, cet esprit historique. Il aime le classicisme, mais il aime le modernisme. Il mélange tout ça. Alors, on l'a rencontré dans un des palaces parisiens où il a œuvré avec 4 autres décorateurs. Donc, c'était pas rien d'être sur ce projet-là. Et puis, il nous parle de cet endroit, mais il nous parle aussi de ce qu'il va présenter à Maison et Objets, puisque quand on est créateur de l'année à Maison et Objets, on a un petit espace, enfin un grand espace où on présente son travail. Bon, le seul truc, c'est que c'est pour les professionnels Maison et Objets. Mais moi, je vous montrerai. C'est gentil de nous montrer à la télé. Voilà, regardez. J'ai été sélectionné pour participer à ce MEFI projet dont je voulais intensément faire partie. Parce que je pense que ça arrive une seule fois dans une vie de pouvoir travailler pour un projet aussi emblématique, fort. C'est un des 3 plus grands palaces au monde. J'ai créé des séquences en fait. Toutes les parties qui sont visibles par le public depuis l'entrée et même jusqu'au fin fond de l'hôtel, donc il y a à peu près 150 mètres presque, il est très profond. On a une réception, un lobby, un concierge, il y a un espace dédié aux hommes avec barbier, cireur de chaussures, la brasserie, enfin toute une multitude de petits endroits qui font de cet hôtel quelque chose varié. Il faut imaginer aussi qu'il y a très peu de pièces qui étaient historiques et qu'il fallait garder. Tout le reste a été recréé de toutes parts, avec un plan bien souvent proche de celui de 1909. Et j'ai recréé des ambiances, des respirations, des plafonds qui sont un peu plus hauts, en alcôve et en dôme. Et pour celui-là, je me suis inspiré de l'Opéra Garnier. Tout stylistiquement est neuf, j'ai tout dessiné. Et pourtant, ça ressemble énormément à certaines périodes. Les gens, quand ils arrivent dans un palace parisien, s'attendent à avoir du faste. Je leur ai donné ça au départ et puis après j'ai continué à jouer avec leur œil, avec leur connaissance et en faisant toutes ces variations entre les arts décoratifs, stylistiquement, mais aussi avec des artisans d'art qui ont été au service du projet tel qu'il l'était au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. J'ai été mis à l'honneur par Maison et Objets en tant que créateur de l'année. Donc pour moi, c'est déjà une grande fierté après une quinzaine d'années de carrière dans le domaine du luxe, de sur-mesure et du savoir-faire à la française. On m'a donné 300 mètres carrés pour pouvoir m'exprimer. J'ai fait un bar pour accueillir les gens avant tout. Mon métier, c'est un métier d'altruisme. Je donne, donc j'accueille aussi. C'est une parenthèse un petit peu enchantée et de calme, dans lequel je vais montrer des objets que j'ai réalisés, mes sources d'inspiration, des petites lettres, des petits objets qui me suivent depuis toujours, et même avec une passion que j'ai liée à la voiture ancienne, qui est de refaire des intérieurs sur mesure, donc un peu du car tailoring, si on prend le mot en anglais.
j'ai pas un rêve, j'ai encore des rêves. J'en aurai, j'espère, pour très très longtemps. J'aimerais beaucoup faire des décors de films ou de théâtre ou d'opéra. Je me suis jamais exprimé à ce niveau-là. Voilà, j'ai envie de réaliser ce fantasme-là. On verra ce que la vie m'apporte. Bon, on a attendu, hein, c'était une petite annonce carrément. Alors, si vous êtes producteur de cinéma ou metteur en scène, vous cherchez un super décorateur, Tristan Hauer est sur les lignes. Non, et vous aurez un décor différent. Oui, et puis il mettra certainement une ambiance, parce que lui, c'est tout l'art de vivre aussi. Exactement. Ils sont plusieurs, nombreux. Je voudrais revenir un instant sur ce salon Maison et Objets. Oui. On a compris, c'était pas pour le grand public, mais qu'est-ce qu'ils y font à l'intérieur? C'est des acheteurs qui viennent voir les grandes maisons, qui proposent la tendance actuelle, les dernières choses qu'on va retrouver ensuite dans les derniers éléments de mobilier qu'on va retrouver ensuite dans les boutiques. Donc en fait, c'est une grande foire où d'un seul coup, on voit tout ce qui se fait en matière de décoration. En plus, il y a des échanges entre... moi, par exemple, ça me permet de rencontrer les architectes, ça me rencontrer... Parce que nous n'avons pas le droit d'y aller, sauf Sylvie, qui va donc pour nous. Merci beaucoup. Allez, deuxième brochette du jour. Il est 9h moins 20. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Vous allez tout de suite feuilleter les pages culturelles des journaux avec Patrice Ramden. Voilà, et je suis tombé en arrêt sur une double page de La Croix qui nous parle du Festival international du photojournalisme. C'est le 29e, c'est à Perpignan. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent. Mais d'ores et déjà, La Croix nous fait découvrir une journaliste péruvienne, Angela Ponce Romero. Elle a 23 ans seulement et elle nous propose un reportage sur les commémorations organisées par les survivants en hommage aux victimes du Sentier Lumineux au Pérou. Alors, le Sentier Lumineux, les moins de 20 ans, si je puis dire, ça leur dit pas grand-chose, mais c'est un groupuscule communiste ou maoïste, c'est-à-dire une scission maoïste d'un groupe communiste. Dans les années 80-90, ils ont quand même fait 70 000 victimes au Pérou. En fait, c'est un peu à l'époque d'alors ce que Daesh est à aujourd'hui, c'est-à-dire l'incarnation d'une violence extrême et un peu aveugle. Alors c'est un mouvement terroriste qui est aujourd'hui moins actif, mais qui est toujours là. D'ailleurs, Abimael Guzman, qui fut le penseur de ce mouvement, qui était philosophe, est actuellement en prison. Il l'est depuis 1993, mais le mouvement continue à faire sa guérilla et régulièrement, des soldats et des policiers péruviens tombent sous ses armes. Alors, vous avez aperçu quelques photos, en voici d'autres, avec à gauche en haut une femme qui apporte des fleurs pour honorer ses morts. À droite, en bas, un groupe qui prie pour ses proches assassinés. Et le reportage s'intitule Ayacucho. Pourquoi ? Parce que Ayacucho, c'est le nom de la région, du département péruvien où est né le mouvement du Sentier Lumineux. Un mouvement qui a fait, parmi les victimes, c'est-à-dire quand vous regardez le nombre de victimes de ce mouvement, 20% des victimes sont des femmes. Et beaucoup de victimes sont en fait portées disparues. Les journaux n'en ont même pas parlé. C'est ce qui a choqué d'ailleurs la jeune journaliste photographe qui a décidé donc de faire ce travail et de proposer cette exposition, parce qu'il y a dans l'exposition d'autres images qui sont un peu plus dures que celles que je vous ai montrées. Ça dure jusqu'au 17 septembre à Perpignan, évidemment. L'Humanité nous fait découvrir, j'allais dire, ou plutôt redécouvrir Eduardo Arroyo. Exposition en ce moment à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Ça dure jusqu'au 19 septembre. Alors l'Humanité qualifie le peintre de facétieux, d'espiègle. Je rappelle qu'Arroyo a aujourd'hui 80 ans, qu'il a fui la dictature franquiste, qui a duré jusqu'en 1975. Et le tableau que vous venez de voir et qu'on va peut-être revoir, avec cette femme en pleurs et qui est magnifique, s'intitule, attention, le nom est à rallonge, La mujer del minero Pérez Martínez llamada Tina es rapada par la policia. C'est la femme du mineur qui s'appelle Tina, qui est rasée par la police franquiste évidemment, puisque ce tableau date de 1970. Et vous avez peut-être aperçu en haut à gauche du tableau ce ruban de deuil, mais qui n'est pas noir, mais aux couleurs de l'Espagne, en jaune et en rouge. L'exposition de la Fondation MAG s'intitule « Dans le respect des traditions ». Elle propose des œuvres réalisées depuis 1964, excellente année, mais aussi des œuvres inédites avec des toiles qui ont été peintes spécialement pour l'occasion. Voilà, c'est à voir jusqu'à la fin du mois de septembre. Et dans l'expo, vous verrez aussi des sculptures avec des assemblages. Alors, entre fiction et réalité, nous dit l'Humanité. Et je regrette que l'Humanité ne nous propose pas des photos de ces sculptures, mais il y aura des têtes hybrides, Dante, Cyrano de Bergerac, et aussi Tolstoï, Bécassine. Donc je demande quand même à voir.
Eh bien, nous verrons. On parlera à l'exposition avec Sarah dans un instant. On va d'abord... Sarah, on part dans le sud de la France, sur ces notes de Satie, justement. Oui, c'est marrant. Au musée Bonnard. Oui. Mais qui n'est pas le seul à être honoré dans ce musée en ce moment. Non, ce qui est honoré dans ce musée, c'est une histoire de potes. Et d'amitié, ouais. Non, mais quand je dis potes, c'est avec 3 P. Très, Vous savez, quand proche. on met 3 P à potes, c'est qu'ils se connaissent depuis longtemps. 3 P, c'est original. C'est Bonnard et Vuillard. Ils étaient potes depuis les Beaux-Arts de Paris. Ils ont fait l'école ensemble. Il y a une amitié... Ça arrive à des gens très bien. Ouais, ça arrive à des gens très bien. Et surtout, quand ça dure, c'est magnifique. Ça a duré 50 ans, cette amitié. Ça a duré jusqu'à la mort de Vuillard. Alors, c'est simplement cette phrase, je vais vous donner cette phrase de Vuillard à Bonnard, qui écrivait tout le temps. Ils s'écrivaient. Quand ils étaient loin l'un de l'autre, ils s'écrivaient tout le temps. Et il disait, si je vous écrivais chaque fois que je pense à vous, à notre passé, à la peinture, vous auriez une bibliothèque à compulser. Je trouve que c'est magnifique, surtout quand les amis s'inspirent l'un de l'autre. Et vraiment, ils avaient les thèmes communs. Vous savez, ils étaient dans le même mouvement qu'on appelait le mouvement Nabi. Le mouvement Nabi, c'était qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'impressionnisme? Qu'est-ce que ça veut dire ces histoires de pastel? Moi, je fais du sortie de tube. Vous voyez, moi, je vais prendre la peinture et je vais la balancer comme ça. Et puis, je m'en fous des reliefs. Voilà, ils étaient comme ça, un peu punk pour leur époque. Ils avaient les mêmes centres d'intérêt. Les femmes, évidemment, les paysages et surtout la vie qui devenait de plus en plus moderne. Je vous propose de découvrir cette exposition anniversaire parce qu'on fête quand même les 150 ans de la naissance de Bonnard au musée Bonnard. Regardez. Bonnard et Vuillard ont développé une amitié vraiment fraternelle tout au long de leur vie et notamment durant les années Nabi de leur jeunesse. Et ils ont vraiment travaillé ensemble sur des sujets communs, des préoccupations communes. Et c'est la raison pour laquelle leurs œuvres ont vraiment des points tout à fait proches au niveau de la thématique. Bonnard et Vuillard travaillaient avec l'avant-garde théâtrale, l'avant-garde des écrivains. Donc ils étaient beaucoup dans le milieu du théâtre, mais aussi ils aimaient les sujets de la rue parce que c'était aussi une préoccupation qui les unissait, parce qu'ils aimaient l'effervescence qu'il y avait dans les rues de Paris à cette époque, le changement, la modernité qui naissait avec l'arrivée des tramways, des omnibus qui étaient quand même encore tractés par des chevaux, l'arrivée des cafés. Toute cette animation les intéressait. Bonnard et Vuillard ont toujours apprécié de montrer aussi une part de la vie effective dans les rues de Paris, dans leurs intérieurs, dans leur vie propre, mais aussi ils aimaient montrer la part de secret et d'énigmes qu'il y avait dans la vie de chacun. Donc chez Vuillard, c'est l'univers féminin que l'on retrouve souvent, et chez Bonnard, c'est plutôt l'univers familial. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. Vuillard a beaucoup aimé peindre des petits tableaux, de ce qu'on appelle des tableaux-teints de personnages de théâtre, et souvent ils ont pris pour modèle une femme qui s'appelait Marthe Mello, qui faisait des représentations théâtrales très expressives. Donc il montre le mouvement au moment où elle va rentrer sur scène. Alors on l'imagine rentrant sur scène parce qu'elle esquisse ce mouvement très caricaturé dans la peinture. Et puis en même temps, il montre son mouvement chancelant dans une rue. Bonnard et Vuillard, tout le long de leur vie, continueront à se voir et à s'écrire. La dernière lettre de Vuillard est assez jolie et poignante puisqu'elle lui dit « Si je vous écrivais chaque fois que je pense à vous, à notre vie, vous auriez une bibliothèque à compulser. » Je trouve que c'est magnifique, c'est une déclaration. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, vous, dans cette exposition? C'est que finalement, on honore l'amitié culturelle comme ça. Et que ces amis-là s'inspiraient l'un de l'autre. Et ce qui est génial... Et arrivent à faire des choses très différentes aussi. Oui, bien sûr, mais enfin quand même, on retrouve des thèmes communs. Ce qui est génial dans l'expo, c'est aussi la scénographie, parce que il ne faut pas oublier, c'est une collection de Zeynep et Jean-Pierre Mercier-Rivière, ce sont les donateurs. Ils avaient cette collection... Eux aussi étaient un couple, mais un couple ami. Ils étaient copains. Ils habitaient dans la même maison. Le mari était plus intéressé par l'art contemporain, la femme par Bonnard-Vuillard. Donc chacun son étage, ils venaient déjeuner ensemble et ils repartaient. Ils vivaient avec ces toiles. Vraiment, donc on retrouve cette ambiance. On a l'impression d'être un peu chez les collectionneurs et être avec deux potes qui se sont inspirés. Il y a des bouts de lettres, des petits mots comme ça, un peu écrits partout. C'est sur 3 niveaux, c'est magnifique. Et vous avez jusqu'au 17 septembre pour aller voir ça de près. À quel endroit ?
Au musée Au musée Canet, Bonnard, voilà. Au musée Bonnard à Canet, je veux dire. Oui, d'accord. Bien sûr. Ouais, bien compris. On remet tout dans l'ordre. Oui, mais on remet tout dans l'ordre nous-mêmes. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est une très belle découverte, Sarah. Vous nous avez trouvé une petite innovation, mais cette fois-ci pour lutter contre la pollution des océans. Oui, exactement. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont reversées dans les océans. C'est à peu près l'équivalent d'un camion benne rempli de plastique qui va déverser toutes les minutes. Imaginez un peu ce que ça représente. Pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, un compteur vient d'être mis en ligne. Il révèle en temps réel, regardez le nombre de détritus jetés dans les eaux. Ça a été mis en ligne par une appli qui s'appelle Oali, qui, elle, est une bonne nouvelle. C'est une appli éco-citoyenne qui permet de géolocaliser les poubelles et vraiment d'agir concrètement sur le traitement des déchets. Super, merci beaucoup.